Clara poussa la porte de l'entreprise familiale à 7 heures précises, comme chaque matin depuis 6 ans. Ses pas résonnent dans le couloir vide, écho solitaire de sa routine immuable. À 32 ans, elle ressemble à une ombre de ce qu'elle était. Cheveux ternes tirés en chignon strict, épaules voûtées sous le poids invisible de l'humiliation quotidienne. 980 €. C'est ce que lui verse son beau-père chaque mois, bien en dessous du salaire minimum. « Tu apprends encore !» répète-t-il avec un sourire condescendant, quand elle ose mentionner une augmentation. Clara baisse la tête et retourne à son bureau, coincée entre les photocopieuses et les fournitures de nettoyage. « Clara, les toilettes sentent mauvais !» La voix perçante de Marguerite traverse l'open space. 3 clients attendent dans le hall d'accueil, témoins involontaires de cette humiliation matinale. Clara sent ses joues s'enflammer, mais obéit, comme toujours. Elle saisit les produits d'entretien et disparaît dans les sanitaires sous les regards gênés des visiteurs. À genoux sur le carrelage froid, elle frotte méthodiquement chaque surface. Ses mains tremblent légèrement. Elle tremble souvent maintenant. 8 kilos perdus en 6 mois, des maux d'estomac constants qui la réveillent en la nuit. Son corps crie ce que sa bouche n'ose dire. Le soir, dans leur petit appartement de 2 pièces, Clara compte et recompte leurs finances. 650 € de loyer, 120 pour la nourriture, 75 pour les transports. Il ne reste rien. Des pâtes au beurre, 3 soirs par semaine, des œufs brouillés les autres jours. Thomas mange dehors avec ses collègues et rentre en se plaignant qu'il n'y a rien dans le frigo. « Maman a raison, tu devrais être reconnaissante », lance-t-il en s'affalant dans le canapé. « Sans nous, tu serais où ?» Clara ne répond pas. Elle fixe son reflet dans la fenêtre obscure. Une étrangère la regarde, yeux cernés, sourire disparu depuis longtemps. Cette femme dans le verre lui fait peur. Où est passée celle qui rêvait d'ouvrir sa propre librairie? Celle qui riait aux éclats et croyait en ses capacités? Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal qui ressemble de plus en plus à une prison, Clara sent une douleur sourde lui vriller l'estomac. Elle connaît cette sensation maintenant, l'anxiété qui ronge, l'estime de soi qui s'effrite goutte à goutte. Demain sera identique à aujourd'hui, et après-demain aussi. Mais quelque chose en elle refuse encore de mourir complètement. Un petit flamme vacillante au fond de ses entrailles, si fragile qu'un souffle pourrait l'éteindre. Clara l'ignore encore, mais cette flamme va bientôt tout changer. 3 semaines plus tard, Clara range les dossiers dans l'armoire métallique quand la voix de Marguerite traverse la cloison. Sa belle-mère parle au téléphone, le ton désinvolte, presque amusé. « Clara, oh ma chère Sylvie, elle ne vaut rien du tout. Une pauvre fille qui ne trouvera jamais mieux qu'ici. Elle est trop conne pour partir. Elle a besoin de nous. » Le dossier glisse des mains de Clara et s'écrase au sol. Les feuilles se dispersent autour d'elle comme des oiseaux blessés. Chaque mot résonne dans sa tête avec la violence d'un coup de marteau. Trop conne pour partir. Ces 5 mots la transpercent plus profondément que toutes les humiliations précédentes. Clara ramasse les papiers d'une main tremblante. Ses genoux fléchissent. Elle s'effondre dans son fauteuil de bureau défoncé. Pour la première fois, elle entend vraiment ce qu'elle vit depuis 6 ans. Ce n'est pas de la sévérité, ce n'est pas de l'exigence. C'est de la cruauté pure. Le soir même, seule dans l'appartement, Clara allume l'ordinateur portable de Thomas. Ses doigts hésitent au-dessus du clavier. Formation comptabilité en ligne. Elle tape les mots avec la détermination fragile d'un premier espoir. L'écran affiche des dizaines de possibilités. Son cœur s'emballe quand elle découvre qu'une formation certifiante coûte exactement 50 €. 50 € qu'elle a économisés, centime par centime, en renonçant au café du matin. « Qu'est-ce que tu fais ?» Thomas apparaît dans l'encadrement de la porte, une bière à la main. Son regard se durcit quand il aperçoit l'écran. « Je regarde des formations. Je pourrais améliorer mes compétences et... » « Arrête tes conneries. » Il claque l'ordinateur d'un geste sec. « Maman a raison. Tu rêves. Tu crois que tu vas devenir quoi? Une grande comptable ?» Cette nuit-là, Clara ne trouve pas le sommeil. Les mots de Marguerite tournent en boucle. Trop conne pour partir. Et ceux de Thomas. Tu rêves. Vers 3 heures du matin, une crise d'angoisse la saisit. Elle court aux toilettes et vomit le peu qu'elle a mangé. Ses mains tremblent si fort qu'elle n'arrive pas à ouvrir le robinet. Assise sur le carrelage froid de la salle de bain,
Clara fixe son reflet dans le miroir en face d'elle. La femme qui la regarde a les traits tirés, les yeux rougis, l'air d'un animal traqué. Soudain, une évidence la frappe comme un éclair. Elle ne survit plus. Elle agonie lentement. Le lendemain matin, Clara se rend chez Madame Dubois, sa voisine retraitée qui nourrit les chats errants. Ses mains moites serrent un bout de papier où elle a griffonné quelques mots. « Madame Dubois, pourriez-vous me prêter 300 €? Je vous rembourserai 50 € par mois. » La vieille dame la regarde avec une tendresse inquiète. « Ma petite Clara, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un ordinateur pour étudier. Le mien est cassé. » Madame Dubois disparaît dans sa cuisine et revient avec une enveloppe Kraft. « Prenez votre temps pour me rembourser. Et si vous avez besoin de parler ?» Clara serre l'enveloppe contre son cœur. C'est la première fois depuis des années qu'on lui fait confiance, qu'on croit en elle. Cette nuit-là, elle s'inscrit secrètement à la formation de comptabilité. Pour la première fois depuis 6 ans, elle sourit en s'endormant. La petite flamme en elle vient de grandir. L'ordinateur d'occasion ronronne doucement dans le placard de la chambre. Clara a installé son petit bureau secret derrière les vêtements suspendus, invisible depuis la porte. Chaque soir, quand Thomas s'endort devant la télévision, elle s'y glisse comme une conspiratrice. Les cours de comptabilité défilent sur l'écran. Bilan, compte de résultats, TVA, un monde nouveau s'ouvre à elle. Ses doigts volent sur le clavier, prenant des notes dans un carnet qu'elle cache sous le matelas. Pour la première fois depuis des années, son cerveau s'active vraiment. Elle se découvre capable d'apprendre, de comprendre, de retenir. La sensation est enivrante. 3 mois plus tard, son certificat de comptabilité générale arrive par email. Clara imprime le document dans un cybercafé et le contemple avec des larmes de fierté. Son nom, écrit en lettres officielles, Clara Moreau, certifiée en comptabilité générale. Elle plie précieusement le papier et le glisse dans son portefeuille, première preuve tangible de sa renaissance. Maintenant vient l'étape terrifiante. Trouver un emploi. Clara rédige son CV sur l'ordinateur public de la bibliothèque municipale. Ses mains tremblent en tapant ses qualifications. 6 ans dans l'entreprise familiale. Formation récente. Motivation exemplaire. Sur le papier, cela semble dérisoire face aux autres candidats. Le premier refus arrive par email 3 jours plus tard, puis le deuxième, le troisième. Clara compte méthodiquement 47 candidatures envoyées, 3 réponses négatives, 44 silences. Chaque refus la poignarde un peu plus. Peut-être que Marguerite avait raison, murmure une voix traître dans sa tête. Le 48e CV part vers un petit cabinet comptable de banlieue. Clara n'y croit plus vraiment quand son téléphone sonne une semaine plus tard. « Madame Moreau, ici Monsieur Laurent, du cabinet Laurent et Associés. Votre profil nous intéresse pour un poste d'assistante comptable. » Clara manque de lâcher le téléphone. Sa voix tremble quand elle prend rendez-vous pour l'entretien. Le bureau de Monsieur Laurent sent le café et les vieux dossiers. C'est un homme de 60 ans aux cheveux gris, regard bienveillant derrière ses lunettes. « Pourquoi voulez-vous changer d'emploi ?» demande-t-il simplement. « Parce que j'ai besoin de grandir professionnellement », répond Clara, surprise par l'assurance dans sa propre voix. 3 jours plus tard, Monsieur Laurent l'appelle. « Le poste est à vous. 1 100 € par mois, CDD de 3 mois. Si vous faites vos preuves, nous passerons en CDI. » Clara raccroche et éclate en sanglots dans la rue. Des passants la regardent bizarrement, mais elle s'en moque. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelqu'un mise sur elle. Organiser sa double vie relève de l'acrobatie. Clara prétexte des courses qui durent des heures, des rendez-vous médicaux inventés, des visites à une tante imaginaire. Thomas grogne mais ne pose pas trop de questions, tant qu'elle continue à s'occuper du ménage et de la cuisine. Au cabinet Laurent, Clara se métamorphose. Elle arrive chaque matin 1 heure avant l'ouverture, reste le soir jusqu'à ce que le dernier dossier soit parfait. Monsieur Laurent observe cet employé qui dévore le travail avec une faim inexplicable. « Pourquoi vous vous tuez au travail comme ça ?» lui demande-t-il un soir, en la voyant encore penchée sur ses écritures. « Parce que j'ai peur qu'on me vire, monsieur. » Le vieil homme la regarde avec une curiosité attendrie. « Clara, en 40 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rigoureux que vous. Vous avez un don. » Ces mots résonnent dans le cœur de Clara comme une révélation. Un don. Elle, Clara Moreau, aurait un don. Cette nuit-là,
En rentrant chez elle avec la première fiche de paie de sa nouvelle vie, elle se regarde dans le miroir de l'entrée. Pour la première fois depuis des années, elle reconnaît quelque chose de familier dans ses yeux, une étincelle de fierté. 2 mois de double vie ont transformé Clara. Ses épaules se redressent naturellement, ses yeux brillent d'une lumière nouvelle. Au cabinet Laurent, elle gère désormais 15 dossiers clients en autonomie complète. Monsieur Laurent lui a même confié les comptes de son plus gros client, une boulangerie en expansion qui génère 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Mais jouer cette comédie épuise Clara physiquement et mentalement. Chaque mensonge sur ses absences prolongées demande une énergie folle. « Je reviens de chez le dentiste », explique-t-elle à Thomas, en rentrant à 19h, les cheveux encore imprégnés de l'odeur du bureau. 3 heures pour un simple détartrage, grogne-t-il, suspicieux. Un mardi soir de novembre, Thomas fouille dans la veste de Clara pour chercher ses clés de voiture. Ses doigts rencontrent un papier froissé au fond de la poche intérieure. Il le déplie machinalement et découvre une fiche de paie du cabinet Laurent & Associés. Salaire brut, 1 100 €. Employé, Clara Moreau. Le silence qui suit ressemble à celui qui précède les orages. Thomas relit 3 fois le document, ses mâchoires se contractant dangereusement. Quand Clara pousse la porte d'entrée quelques minutes plus tard, elle trouve son mari debout au milieu du salon, la fiche de paie brandie comme une arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix est d'un calme terrifiant. Clara sent le sang se retirer de son visage. Pendant 3 secondes interminables, elle cherche une explication plausible. Puis quelque chose se brise en elle. La peur, la honte, le mensonge constant, tout s'effondre d'un coup. « C'est mon travail », dit-elle simplement. L'explosion est immédiate et brutale. Thomas balance la fiche de paie à travers la pièce et gifle Clara si fort qu'elle titube. « Tu m'as trahi! Tu m'as menti pendant des mois !» Il saisit l'assiette de porcelaine posée sur la table et la lance contre le mur. Les éclats se dispersent sur le carrelage comme des larmes cristallines. « Thomas, arrête! Ferme ta gueule !» Il renverse la table basse, fait voler les magazines et la télécommande. « Tu crois que tu vas faire quoi maintenant? Jouer à la femme indépendante ?» Clara recule vers la porte, une main plaquée sur sa joue brûlante. Pour la première fois, elle voit Thomas tel qu'il est vraiment, un homme violent qui ne supporte pas qu'elle existe en dehors de lui. Cette révélation la frappe avec une clarté douloureuse. Le téléphone sonne au milieu du chaos. Thomas décroche brutalement. « Maman ? Oui, viens tout de suite. Clara nous a trahis. Elle travaille en cachette depuis des mois. » Marguerite arrive 15 minutes plus tard, le regard brillant de satisfaction mauvaise. « Je le savais, » dit-elle en découvrant le salon dévasté, et Clara recroquevillée près de la porte. « Une ingrate. Je l'ai toujours dit, après tout ce qu'on a fait pour elle. »« Maman a raison, » renchérit Thomas, retrouvant son calme maintenant qu'il a son public. « Tu n'es qu'une menteuse. Et tu sais quoi? Tu vas arrêter cette comédie immédiatement. » Clara les regarde tour à tour, ces 2 personnes qui ont détruit sa confiance en elle pendant 6 ans. Soudain, une force inconnue monte en elle. Les mots de Monsieur Laurent résonnent dans sa mémoire. « Vous avez un don. »« Non » dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Comment ça, non ?» Thomas fait un pas vers elle, menaçant. « Je ne reviendrai pas. Je ne vous laisserai plus me détruire. » Elle se dirige vers la chambre, sort un sac plastique du placard et y jette 3 t-shirts, de la lingerie, sa brosse à dents. Thomas et Marguerite la regardent, stupéfaits par cette transformation soudaine. « Tu vas où comme ça? Tu n'as nulle part où aller !» crie Marguerite. Clara se retourne une dernière fois vers cette femme qui l'a humiliée quotidiennement. « Peut-être, mais je préfère n'avoir nulle part où aller plutôt que de rester dans un endroit où je meurs à petit feu. » Elle franchit la porte et la referme derrière elle. Dans l'escalier, ses jambes flanchent et elle s'effondre sur les marches, serrant son sac plastique contre sa poitrine. Elle n'a pas d'argent, pas de plan, pas d'endroit où dormir ce soir. Mais pour la première fois depuis 6 ans, elle respire librement. Son téléphone vibre. Un message de Marie, sa collègue du cabinet. « Ça va? Tu semblais bizarre en partant tout à l'heure. » Clara tape sa réponse avec des doigts tremblants. « Je peux dormir chez toi ce soir? Je t'expliquerai tout. » La réponse arrive immédiatement. « Bien sûr, j'arrive te chercher. » Assise sur ses marches froides, Clara réalise qu'elle vient de franchir un point de non-retour. La peur lui noue l'estomac.
mais elle refuse de retourner en arrière. Demain sera le premier jour de sa vraie vie. Le canapé de Marie est trop court pour Clara. Ses pieds dépassent de la coudoir. Ses épaules touchent l'autre extrémité. Chaque nuit depuis 2 semaines, elle se réveille avec des crampes dans le cou et une culpabilité qui lui ronge l'estomac. Marie partage son studio de 22 mètres carrés sans jamais se plaindre, mais Clara voit bien les cernes qui creusent le visage de sa collègue. « Je vais trouver un appartement cette semaine », promet Clara en pliant la couverture chaque matin. Marie lui sourit avec cette patience infinie qui rend la situation encore plus douloureuse. « Prends ton temps, mais évite les visites avec ton œil au beurre noir. » Clara touche machinalement sa pommette gauche. Le bleu a viré au jaune verdâtre, souvenir indélébile de sa dernière soirée avec Thomas. Elle a menti à Monsieur Laurent sur l'origine de cette blessure. Une chute dans l'escalier, comme c'est bête. Il n'a pas posé de questions, mais son regard inquiet en dit long. Chercher un logement avec 420 € en poche relève de l'impossible. Clara épluche les petites annonces avec l'acharnement du désespoir. Studio meublé, 800 € charges comprises. Studio non meublé, 650 € plus 100 € de charges. Chambre de bonne sans ascenseur, 580 €. Même les taudis dépassent ses moyens. Le 15e appartement visité sent l'humidité et le désespoir. 18 mètres carrés sous les toits, une lucarne pour toute fenêtre, une douche italienne qui n'a d'italien que le nom, un simple siphon au milieu du carrelage fissuré. 480 € par mois. Je le prends, dit Clara avant même que la propriétaire termine la visite. L'emménagement tient dans 2 sacs plastiques. Clara pose ses 3 t-shirts dans l'unique placard et contemple son nouveau royaume. Pas de lit, pas de réfrigérateur, pas de plaque de cuisson. Juste 4 murs lépreux et la liberté absolue. Cette première nuit, allongée sur un matelas gonflable acheté au supermarché discount, Clara fixe les poutres apparentes du plafond. Le silence l'oppresse après des années de télévision en permanence. Aucun bruit de Thomas ronflant, aucune dispute des voisins du dessous. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle est vraiment seule. La panique la saisit vers 3 heures du matin. Et si Thomas avait raison? Et si elle était vraiment trop faible pour survivre seule? Son téléphone affiche 12 appels manqués de son ex-mari et 43 messages de plus en plus agressifs. « Tu vas revenir en rampant », prédit le dernier. « Tu verras. » Clara éteint le téléphone et se force à respirer calmement. Demain, elle commence sa vraie vie de femme indépendante. Vivre avec si peu d'argent demande une créativité de survie. Clara découvre les magasins de déstockage où les légumes défraîchis coûtent 50 centimes le kilo. Elle apprend à cuisiner les lentilles de 15 façons différentes, à transformer un œuf et 2 pommes de terre en repas complet. Son budget alimentation, 120 € par mois maximum. Les transports représentent 75 € mensuels. Clara marche 40 minutes matin et soir quand elle rate le bus pour économiser les 2 € du ticket. Ses chaussures se trouent rapidement sur l'asphalte parisien. Mais les nouvelles coûtent 60 € qu'elle n'a pas. Au cabinet, Monsieur Laurent observe cet employé exemplaire qui arrive toujours en avance et repart la dernière. Il remarque les chaussures rafistolées avec du scotch, les pulls rapiécés discrètement, les repas constitués d'une pomme et d'un sandwich fait maison. « Clara, vous devriez prendre une vraie pause déjeuner », suggère-t-il un midi en la voyant grignoter à son bureau. « J'aime bien manger ici, monsieur. C'est plus calme. » Elle ne peut pas avouer qu'elle économise les 4 € du sandwich de la boulangerie d'en face. Ces 4 € répétés chaque jour représentent 80 € par mois, presque un 5e de son salaire. 3 mois après son installation, Clara a meublé son studio avec des trouvailles de brocante et d'Emmaüs. Un lit, une place au ressort fatigué, une table et une chaise dépareillées, un réfrigérateur qui ronronne comme un chat enroué. L'ensemble lui a coûté 140 €, économisé centime par centime. Le soir, dans sa tanière minuscule mais à elle, Clara étudie pour améliorer ses compétences. Elle a trouvé des formations gratuites en ligne, emprunte des livres de comptabilité avancés à la bibliothèque municipale. Chaque nouveau concept maîtrisé la remplit d'un orgueil farouche. Un jeudi de mars, Monsieur Laurent la convoque dans son bureau. Clara s'attend au pire. Peut-être a-t-il découvert sa situation précaire. « Clara, votre période d'essai se termine la semaine prochaine », commence-t-il. Le cœur de Clara s'arrête. Sans ce travail, elle ne peut pas payer son loyer.
J'ai décidé de vous proposer un CDI avec une augmentation. 1300 € par mois. Vous le méritez amplement. Clara reste immobile quelques secondes, le temps que l'information pénètre vraiment son cerveau. Puis les larmes jaillissent, sans prévenir. Des sanglots de reconnaissance pure qui la secouent tout entière. « Merci », balbutie-t-elle entre deux hoquets. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. » Monsieur Laurent lui tend une boîte de mouchoirs avec un sourire paternel. « Si, je crois que je sais. » Ce soir-là, Clara s'offre un luxe inouï, un steak haché et des haricots verts surgelés. Assise à sa petite table bancale, elle savoure chaque bouchée en regardant Paris scintiller par sa lucarne. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent vraiment vivante. 18 mois se sont écoulés depuis la fuite de Clara. Son studio s'est transformé en cocon douillet grâce à des meubles chinés et sa débrouillardise. Elle a même réussi à acheter une vraie cafetière, luxe suprême qui parfume ses matins d'une odeur de bonheur simple. Au cabinet Laurent, Clara gère maintenant 23 dossiers clients. Sa réputation de précision légendaire fait le tour du quartier. Les commerçants la recommandent entre eux. Allez voir Clara chez Laurent. Elle trouve toujours la solution. Monsieur. Laurent observe avec fierté cet employé qui dépasse désormais ses propres compétences dans certains domaines. Un vendredi de septembre, Monsieur Laurent la convoque dans son bureau avec une solennité inhabituelle. Ses mains tremblent légèrement quand il verse le café, détail qui n'échappe pas à Clara. « Ma chère Clara, j'ai 67 ans. Ma femme me harcèle pour que je prenne enfin ma retraite. » Il marque une pause, cherchant ses mots. « Je voudrais vous proposer quelque chose d'inédit. » Clara sent son cœur s'emballer. Va-t-il la licencier? Fermer le cabinet? 15 de mes clients historiques souhaitent continuer avec vous si vous montez votre propre structure. Ils sont prêts à vous suivre. Le monde de Clara s'arrête de tourner. Monter sa propre structure? Elle, qui il y a 2 ans nettoyait les toilettes d'une entreprise familiale. « Monsieur Laurent, je n'ai pas les moyens. Il faut combien pour créer un cabinet? » Environ 8 000 €. Caution du local. Premier matériel. Frais de création. Trésorerie de démarrage. Il sort une feuille de calcul préparée avec soin. Avec 15 clients qui vous suivent dès le premier mois, vous devriez générer 1 800 € de chiffre d'affaires, suffisant pour survivre les premiers temps. Clara fixe les chiffres sans les voir vraiment. 8 000 €. Elle qui a mis 6 mois à économiser 200 € pour s'acheter un manteau d'hiver. Cette nuit-là, Clara ne trouve pas le sommeil. Elle refait les calculs obsessionnellement. Emprunt bancaire. Impossible sans garantie. Famille, inexistante depuis sa rupture. Il lui faudrait 4 ans d'économie drastique pour réunir cette somme. Le lundi suivant, elle prend rendez-vous à sa banque, avec la naïveté du désespoir. Le conseiller, jeune homme en costume impeccable, écoute sa demande avec un sourire condescendant. « Madame Moreau, vous gagnez 1 300 € par mois et vous voulez emprunter 8 000 € pour créer une entreprise sans apport personnel ?» Il consulte son écran d'ordinateur. Votre historique bancaire montre des revenus irréguliers, un changement d'adresse récent. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Clara sort de la banque avec l'humiliation familière qui lui brûle les joues. Rien n'a changé finalement. Elle reste cette femme que personne ne prend au sérieux. 3 semaines passent dans un brouillard de frustration. Clara regarde Monsieur Laurent trier ses affaires personnelles, emballer 40 ans de carrière dans des cartons. 15 clients formidables vont partir chez d'autres comptables parce qu'elle n'a pas les moyens de les suivre. « J'ai peut-être une solution », annonce Monsieur Laurent un jeudi matin. Mon frère dirige une petite banque coopérative. Il finance parfois des projets atypiques quand le porteur a fait ses preuves. Le bureau de la banque coopérative ressemble plus à un salon qu'à une institution financière. Monsieur Dubois, frère de son patron, a le même regard bienveillant derrière ses lunettes. Il étudie le dossier de Clara pendant de longues minutes silencieuses. « Madame Moreau, mon frère m'a parlé de votre parcours. Femme battue qui se reconstruit, formation en autodidacte, réussite professionnelle contre vent et marée. » Il referme le dossier. « Nous acceptons de vous prêter 8 000 € sur 5 ans. Taux préférentiel, 3%. » Clara manque de tomber de sa chaise. « Vraiment? Vous me faites confiance? » « Nous faisons confiance aux gens qui se battent, madame. Et vous savez vous battre. »
Les formalités durent 3 semaines. Clara signe chaque papier avec des mains tremblantes d'émotion. Création de SARL, ouverture de compte professionnel, recherche d'un local. Elle trouve un petit bureau de 15 mètres carrés dans une rue adjacente au cabinet Laurent. Loyer, 450 € par mois. Le jour de l'ouverture, Clara contemple sa plaque dorée vissée à côté de la porte. Cabinet Clara Moreau, expertise comptable. Ces 4 mots résument une métamorphose incroyable. Monsieur Laurent passe avec un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Pour célébrer la naissance d'une vraie entrepreneuse, dit-il en l'embrassant paternellement. Cette première semaine d'indépendance plonge Clara dans un mélange d'euphorie et de terreur pure. Elle n'a jamais géré de trésorerie, négocié avec des fournisseurs, établi des devis. Chaque décision lui appartient. Chaque erreur lui coûtera personnellement. Le premier client, Monsieur Rousseau, qui tient une pharmacie, lui apporte ses documents comptables avec une confiance émouvante. Clara, si Laurent vous recommande, c'est que vous valez le coup. Le soir, seule dans son petit bureau, Clara calcule. Avec ce premier client, elle a généré 120 € de chiffre d'affaires. Il lui en faut encore 1680 pour équilibrer ses comptes. Le défi semble colossal, mais pour la première fois de sa vie, Clara se sent vraiment maîtresse de son destin. 6 mois après l'ouverture de son cabinet, Clara a réussi l'impossible. 14 clients fidèles, 1600 € de chiffre d'affaires mensuel, et surtout, elle vient d'embaucher Marie et Sophie, 2 jeunes diplômés qu'elle forme avec la passion de celle qui n'a jamais oublié ses propres galères. Ce mardi matin de mars, Clara explique les subtilités de la TVA intracommunautaire à ses 2 employés quand le téléphone sonne. Par habitude professionnelle, elle active le haut-parleur pour pouvoir continuer à écrire au tableau. « Cabinet Clara Moreau, bonjour !»« Bonjour, ici Madame Durand. » La voix au téléphone vibre de colère mal contenue. « Je suis cliente chez vous et je suis scandalisée par le service de votre employée Clara. Cette femme est incompétente, grossière. Elle a failli me faire perdre de l'argent avec ses erreurs. Je veux qu'elle soit virée immédiatement. » Marie et Sophie échangent un regard surpris. Elles connaissent chaque client du cabinet. Aucune Madame Durand dans leur fichier. Clara fronce les sourcils. Quelque chose dans cette voix lui semble familier malgré la déformation de la colère. « Madame, permettez-moi de vérifier votre dossier. Vous voulez donc que je vire la patronne de ce cabinet ?» Un silence pesant s'installe. Marie retient un sourire. Sophie se mord la lèvre pour ne pas éclater de rire. Clara reconnaît soudain cette intonation, cette façon particulière de prononcer les R qui l'a traumatisée pendant 6 ans. « Ah, c'est vous, Marguerite !» Le silence devient abyssal. À l'autre bout du fil, on entend une respiration saccadée, le bruit d'une chaise qui racle. « Clara, c'est vraiment votre cabinet ?»« Oui, Marguerite. Mon cabinet, mes employés, mes clients. » Clara sent une force tranquille l'envahir, très différente de la colère qu'elle aurait ressentie il y a 2 ans. « Vous avez vraiment réussi à me retrouver rien que pour tenter de me faire renvoyer ?» Marguerite bafouille maintenant, consciente que 2 témoins entendent chaque mot de cette conversation surréaliste. « Je ne savais pas. On m'avait dit que vous travailliez quelque part dans le quartier. Thomas vous a demandé de me harceler sur mon lieu de travail ?» Clara regarde Marie et Sophie qui n'en perdent pas une miette. Après 2 ans de divorce, il n'a toujours pas digéré que j'ai refusé de mourir à petit feu dans votre famille. Clara, écoutez, nous pensions que vous aviez juste trouvé un petit boulot de secrétaire quelque part. Jamais nous n'aurions imaginé que vous... Sa voix se brise complètement. Excusez-moi, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû faire ça. Le clic de la ligne qui se coupe résonne dans le bureau comme un point final. Marie et Sophie observent leur patronne avec un respect nouveau. Clara reste immobile quelques secondes, digérant ce qui vient de se passer. « C'était qui ?» demande timidement Sophie. « Ma ex-belle-mère, celle qui m'a humiliée pendant 6 ans en me répétant que j'étais trop bête pour réussir ma vie. » Marie se lève spontanément et applaudit. « Madame Clara, permettez-moi de vous dire que cette dame vient de vivre la plus belle leçon d'humilité de sa vie. » Pour la première fois depuis le début de cette matinée surréaliste, Clara sourit. Un vrai sourire, lumineux et apaisé. Elle réalise que cette conversation ne lui a fait ni mal ni plaisir. Juste une certaine mélancolie pour le temps perdu et une satisfaction tranquille d'avoir prouvé que les prophéties négatives peuvent mentir.
Bon, mesdames, reprenons cette formation sur la TVA. Et la prochaine fois qu'une Madame Durand nous appelle, on vérifie d'abord si elle existe vraiment dans nos fichiers. L'éclat de rire général qui suit libère définitivement l'atmosphère. Clara trace de nouveau ses schémas au tableau, mais son geste a une assurance nouvelle. Elle vient de comprendre que sa vraie revanche n'était pas d'humilier Marguerite en retour. Sa vraie revanche, c'est d'être devenue la femme qu'elle méritait d'être depuis toujours. Le soir, en fermant son cabinet, Clara repense à cette matinée étrange. Dans 2 heures, elle dînera avec David, cet entrepreneur rencontré la semaine dernière qui rénove les locaux du voisin. Pour la première fois depuis des années, elle envisage de laisser un homme entrer dans sa vie. Mais cette fois, ce sera d'égal à égal. 2 ans après le coup de téléphone mémorable de Marguerite, le cabinet Clara Moreau prospère au-delà de tous les espoirs. 28 clients fidèles, 4 employés à temps plein, un chiffre d'affaires mensuel de 4 200 €. Clara a même pu s'offrir un appartement de 40 mètres carrés avec une vraie cuisine et une chambre séparée. Ce matin de juin, elle révise les comptes de fin d'exercice quand des éclats de voix traversent la cloison. David et son équipe rénovent le bureau voisin depuis 3 semaines. Cette voix grave qui donne des instructions techniques fait naître un trouble étrange chez Clara. David Mercier a 40 ans, des mains abîmées par le travail manuel et un regard fatigué qui trahit ses propres blessures. Divorcé depuis 4 ans, père d'une fillette de 8 ans qu'il voit un week-end sur 2. Quand il passe devant le cabinet Clara Moreau avec ses plans sous le bras, leurs regards se croisent parfois à travers la vitrine. Un jeudi soir, David frappe à la porte du cabinet. Clara travaille encore, seule, sous sa lampe de bureau. « Excusez-moi, on fait trop de bruit. Je peux demander à l'équipe de finir plus tôt. »« Non, ça va. Je reste tard par habitude. » Clara range nerveusement ses dossiers. « Vous avez presque terminé ? Encore une semaine. Après, vous retrouverez le calme. » Il hésite sur le seuil. « Ça vous dirait de prendre un café demain soir ? Pour me faire pardonner le dérangement. » Clara sent son cœur s'emballer dangereusement. Depuis son divorce, elle n'a fréquenté aucun homme. La simple idée d'un rendez-vous la terrorise et l'excite à la fois. Leur premier café tourne au fiasco. Clara arrive avec 20 minutes de retard, les mains moites, après avoir changé de tenue 3 fois. Au bistrot du coin, elle renverse sa tasse, disparaît aux toilettes pendant 10 minutes pour reprendre contenance, sursaute chaque fois que David hausse légèrement la voix. « Pardon, j'ai du mal avec les hommes depuis mon divorce, » finit-elle par avouer, les joues cramoisies. David la regarde avec une compréhension qui la bouleverse. « Mon ex-femme m'a quittée pour mon meilleur ami. Depuis, j'ai du mal à faire confiance aussi. » Cette franchise mutuelle brise la glace. Ils découvrent qu'ils partagent la même méfiance blessée, la même difficulté à croire qu'on puisse les aimer sans les trahir. Leurs blessures résonnent ensemble, comme 2 diapasons accordés sur la même fréquence douloureuse. Les mois suivants, leur relation évolue avec une lenteur thérapeutique. David apprend à ne pas faire de gestes brusques, à prévenir Clara quand il doit partir en déplacement pour éviter qu'elle imagine le pire. Clara découvre qu'elle peut dire « non » sans déclencher de colère, qu'elle a le droit d'avoir ses propres opinions. Leurs rendez-vous ressemblent à des séances de rééducation émotionnelle. Dîner au restaurant, Clara vérifie obsessionnellement l'addition pour être sûre de payer sa part. Cinéma, elle choisit des places près de la sortie au cas où elle aurait une crise d'angoisse. Week-end ensemble? Impossible. Clara a encore besoin de son territoire refuge. « Tu ne me fais pas confiance », constate David un soir après 6 mois de fréquentation prudente. « Je ne fais confiance à personne », répond Clara avec une honnêteté brutale. « Mais avec toi, j'essaie. C'est déjà énorme pour moi. » David comprend. Lui-même vérifie le téléphone de Clara quand elle s'absente, surveille ses réactions quand elle parle à d'autres hommes. Ils se reconstruisent parallèlement, chacun respectant le rythme de l'autre. Le cabinet continue de croître. Clara emploie maintenant 6 personnes et gagne 2 800 € par mois. Elle a remboursé son emprunt avec 1 an d'avance, s'est offert une voiture d'occasion et commence même à mettre de l'argent de côté. Mais certaines habitudes persistent. Elle compte encore chaque euro dépensé, garde toujours 1 mois de charge d'avance sur son compte, refuse catégoriquement tout crédit. En thérapie, séance qu'elle finance désormais sans difficulté, Clara travaille sur sa tendance compulsive à dire oui à tout.
48 demandes de rendez-vous ce mois-ci, toutes acceptées au détriment de sa vie privée. Sa psychologue lui apprend à poser des limites sans culpabiliser. « Clara, vous méritez d'avoir une vie en dehors du travail », répète-t-elle patiemment. Certains soirs, les cauchemars reviennent encore. Clara se réveille en sursaut, le corps baigné de sueur froide, revoyant Thomas lever la main sur elle ou entendant Marguerite ricaner. David a appris à la réveiller en douceur, à la rassurer sans la brusquer. « C'est fini », murmure-t-il en caressant ses cheveux trempés. « Tu es libre maintenant. » Et Clara le croit de plus en plus. Pas parfaitement, pas définitivement, mais suffisamment pour envisager un avenir à deux. Quand David évoque la possibilité d'emménager ensemble l'année prochaine, elle ne fuit plus la conversation. Elle négocie des conditions, impose ses besoins, mais elle accepte d'en parler. Un dimanche matin, en parcourant les journaux avec David dans leur petit café habituel, Clara tombe sur un faire-part de décès. Thomas Dubois, décédé dans un accident de voiture à l'âge de 38 ans. Elle fixe l'annonce sans émotion particulière, juste une mélancolie passagère pour ce gâchis d'une vie. « Ça va ?» s'inquiète David. « Oui », répond Clara en repliant le journal. « Ça va vraiment. » Et pour la première fois depuis des années, elle le pense sincèrement. 5 ans après avoir claqué la porte de son ancienne vie, Clara inaugure son second bureau. 180 000 € de chiffre d'affaires annuel, 12 employés, une réputation qui dépasse les frontières du quartier. La petite femme brisée qui nettoyait les toilettes a laissé place à une dirigeante respectée qui forme aujourd'hui d'autres femmes en reconversion. La soirée d'inauguration bat son plein quand Clara aperçoit une silhouette familière près de l'entrée. Thomas, amaigri et mal rasé, pousse la porte vitrée d'un geste hésitant. L'alcool flotte autour de lui comme un parfum de déchéance. Plusieurs invités se retournent, sentant instinctivement le malaise qui vient de s'introduire dans cette soirée de fête. Clara s'excuse auprès des clients qu'elle était en train de saluer et se dirige vers son ex-mari avec une assurance qui la surprend elle-même. Plus de tremblements, plus de sueur froide. Juste une femme solide qui va gérer une situation désagréable. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu me manques. » bafouille-t-il en vacillant légèrement. « Regarde-toi. Tu joues à la businesswoman, mais sans moi tu n'es rien. Sans moi tu serais encore en train de crever quelque part. » Sa voix porte dans le silence soudain. Les conversations s'interrompent, les regards convergent vers cette scène improbable. Clara observe cet homme qui l'a terrorisée pendant des années et ne ressent qu'une immense lassitude. Comme il semble petit maintenant, pathétique avec ses accusations d'ivrogne. « Thomas, tu te trompes, » répond-elle d'une voix calme qui porte jusqu'au fond de la salle. « Sans toi, je suis devenue moi. Menteuse, tu as eu de la chance, c'est tout. Maman avait raison, tu n'es qu'une. Sécurité, s'il vous plaît. » Les mots sortent naturellement, sans colère, sans peur. Clara ne crie pas, ne justifie rien, ne se défend pas. Elle règle simplement un problème professionnel avec l'efficacité de celle qui dirige. 2 agents de sécurité apparaissent et escortent Thomas vers la sortie, sous les murmures approbateurs des invités. David s'approche, inquiet. « Ça va ?» Clara le regarde et sourit. « Tu sais quoi ? Pour la première fois de ma vie, ça ne va pas juste bien. Ça va vraiment bien. » Cette nuit-là, seule dans la salle de bain de leur appartement commun, Clara se regarde longuement dans le miroir. Cette femme qu'elle voit a des rides de sourire au coin des yeux, des mains qui ne tremblent plus, des épaules droites qui ne portent plus le poids de la honte. Elle reconnaît enfin complètement cette personne dans le reflet. « Tu as gagné », murmure-t-elle à son image. « Tu as vraiment gagné. » Le lendemain matin, Clara ouvre les rideaux de leur chambre et découvre Paris qui scintille sous le soleil d'automne. David prépare le café dans la cuisine. Sa fille Emma dessine à la table. Elle passe désormais un week-end sur 2 avec eux. Cette petite fille de 10 ans qui l'appelle Clara, tout simplement, sans étiquette, sans obligation. « Papa, Clara, regardez, j'ai dessiné votre bureau. » Emma tend fièrement son œuvre. Une maison colorée avec cabinet Clara, écrit en lettres maladroites au-dessus de la porte. 3 personnages sourinent devant. David, Clara et elle. Clara sent sa gorge se serrer d'émotion. Cet enfant l'a accepté naturellement dans sa vie, sans question, sans jugement. Juste l'amour simple d'une petite fille
qui a trouvé une nouvelle complice. David pose une tasse fumante devant Clara et l'embrasse doucement sur la tempe. Geste tendre et quotidien qui l'aurait terrorisée il y a quelques années. Aujourd'hui, elle se laisse aller contre son épaule avec une confiance apaisée. Par la fenêtre, les nuages s'accumulent au-dessus de la capitale. L'orage approche, mais Clara n'a plus peur. Elle a appris que les tempêtes passent, que les éclairs illuminent parfois des chemins inattendus, que la pluie nettoie autant qu'elle détruit. Emma lève les yeux de son dessin. « Clara, pourquoi tu pleures ?» Clara essuie les larmes qu'elle ne savait pas avoir versées. « Parce que je suis heureuse, ma puce. Vraiment heureuse. » Et dehors, bien que l'orage gronde, Clara Moreau n'a plus peur de rien. Elle a appris à danser sous la pluie.